Bonjour à tous déjà. Donc, très difficile de conclure ce genre de journée. Je ne sais pas si j'aurais tendance à dire qu'on gère la complexité, mais on en est quand même un petit peu là. Euh, CMAE, simplement pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'interprofession des semences et des plants, c'est l'ancien GNIS, qui regroupe toute la filière de production de semences. Si on revient un petit peu à l'origine de ce PEPR, qui était quand même cultivé autrement, l'idée, c'était comment est-ce qu'on fait évoluer le front de connaissances pour aller vers une capacité à modifier les capacités, ou en tout cas les pratiques de production, et en même temps protéger autrement. Il y avait quand même un lien direct avec la réduction de l'utilisation des phytos. Si on prend aujourd'hui la pression qui existe sur le secteur semencier, je crois qu'elle n'a jamais été aussi élevée, parce qu'il y a quand même un sentiment d'abord d'urgence qui émerge de plus en plus avec le changement climatique et les conséquences que l'on a depuis quelques années sur les événements un petit peu extrêmes que l'on subit. Et puis parallèlement, bien évidemment, la transition agroécologique qui se traduit notamment par la réduction de l'utilisation des phytosanitaires et des solutions techniques qui sont disponibles par les agriculteurs. Et dans les solutions qui sont mises sur la recherche, il y avait bien sûr les différents types de leviers, le numérique, la robotique, le biocontrôle avec dedans aussi bien le microbiome, la partie biostimulant et bien évidemment la génétique. Et c'est vrai qu'il y a une attente extrêmement forte aujourd'hui sur le secteur semencier pour améliorer les variétés, pour pouvoir prendre en compte des sélections multicritères sur l'ensemble des stress, qu'ils soient biotiques ou abiotiques. Et donc le défi qu'ont aujourd'hui les semenciers, c'est plutôt de commencer encore à accentuer leur recherche et leur capacité à faire de la sélection multicritère pour répondre non seulement aux besoins de réduction des phytos, donc la partie résistance à l'ensemble des bioagresseurs, qu'ils soient aussi bien fongiques, ravageurs et ainsi de suite, mais également la capacité à optimiser l'azote, les résistances au stress hydrique, l'optimisation de la gestion de l'eau, maintenant en plus la submersion qu'on doit rajouter aussi maintenant dans les éléments qui arrivent, les stress les coups de chaleur, les coups de froid. Déjà, ça mobilise une énorme partie de leur capacité de recherche. Et en même temps, c'est aussi qu'il y a un débat sur la capacité à accéder à toutes les innovations, tout le débat au niveau maintenant des nouvelles techniques d'édition du génome pour pouvoir accélérer ces aimants-là. Ça veut dire aussi que dans le système tel qu'il est, face à ces attentes, on est quand même plutôt dans une logique où on est sur de la recherche, de l'inscription de variétés pures, avec derrière un certain nombre de garanties qu'on est capable d'apporter au niveau des agriculteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation est quand même tournée autour de ça, à travers notamment l'inscription. Je pense que Virginie a dû redire ce matin que les mélanges, ce n'est pas interdit par la réglementation. La seule chose, c'est le niveau de garantie qu'on est capable d'apporter au niveau des agriculteurs face à l'ensemble des incertitudes qu'ils doivent gérer, rendre les choses extrêmement complexes. Donc, bien évidemment, je dirais que les mélanges sont quelque chose qui sont regardés avec attention par les sélectionneurs, mais pour ça, il faut aussi avoir des capacités à évaluer. Et nous avons quand même une grande difficulté. C'est pour ça que d'ailleurs on comptait beaucoup, et on compte beaucoup d'ailleurs, sur les 10 projets qui sont à l'intérieur de ce PEPR, et notamment Bobby Div d'un certain côté, puisque l'idée c'était disposer d'outils qui permettraient d'aller jusqu'à la sélection, l'évaluation, l'inscription, l'aptitude des variétés au mélange, et bien évidemment au niveau des mélanges. La seule chose, c'est que pour l'instant, on était sur uniquement la partie substitution par rapport à l'utilisation des phytosanitaires, mais le nombre de critères à prendre en compte aujourd'hui pour les agriculteurs est bien au-delà de cela, ce qui rend encore le système plus difficile aujourd'hui. Donc on voit qu'on va avoir des effets positifs sur certains critères, mais enfin, est-ce qu'on est capable aussi de dire l'impact des mélanges sur les autres critères qui aujourd'hui sont sous pression pour les agriculteurs? Ça ne fait qu'accentuer la complexité du système. Donc c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, il y a une réflexion sur, bien évidemment, les connaissances intrinsèques. Je pense que l'émergence de ce PPR était à l'origine pour faire progresser les connaissances à l'origine. Donc on était sur des TRL quand même qui étaient assez bas, et on voit bien qu'aujourd'hui, à travers tous les petits spots qu'on a eus initialement, que les équipes de chercheurs sont tous sur tous les sujets dits stratégiques en la matière, et d'autre côté, on a aussi pratiquement plus de questions qu'au début derrière. Avec derrière, et ça je trouve que c'est très bien dans ces journées-là,
de mettre aussi ce qui se passe sur le terrain, parce que à défaut d'avoir les réponses scientifiques, c'est pas pour autant que le terrain n'essaie pas d'évoluer. C'est vrai qu'il y a les réseaux d'agriculteurs, notamment la partie bio, qui est toujours une réserve d'innovation potentielle et quelque chose que l'on regarde beaucoup avec d'attention maintenant dans tous les instituts techniques, parce que c'est souvent là où il y a beaucoup d'innovations qui sont extrêmement utiles derrière. Également au niveau des semenciers, au niveau des coopératives et de l'ensemble des négoces derrière pour essayer de pouvoir tester un certain nombre de choses. Et c'est bien aussi la capacité qu'aura la recherche à capter toutes ces informations derrière pour être capable derrière d'accélérer encore le processus de pouvoir mettre à disposition un certain nombre d'outils d'évaluation. Si on regarde pourquoi ça n'avance pas, finalement on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites au niveau des agriculteurs eux-mêmes, souvent en intraspécifique plus qu'en interspécifique, sauf dans la bio où ça s'est un petit peu généralisé, tout simplement parce que le facteur qu'ils mettent en avant, c'est plutôt une logique de résilience. C'est quelque chose qui permet d'avoir une espèce de constance, mais pour l'instant, ça n'a jamais été mis avec un objectif extrêmement précis de réduction d'utilisation de phyto ou derrière d'éléments beaucoup plus caractéristiques qui vont aussi jusqu'à l'impact technologique, la capacité nutritionnelle des mélanges. Et puis après, il y a toute la chaîne de valeur qui va avec. Je pense qu'on en a parlé un petit peu aujourd'hui derrière. C'est que dans la sélection aujourd'hui, quand vous mettez énormément d'argent sur la partie de recherche en amont, derrière l'inscription des variétés, vous apportez un certain nombre de garanties jusqu'à l'agriculteur. Et dans la logique qui, pour l'instant, prévaut sur les mélanges, grosso modo, il n'y a pas vraiment de garantie qui est réellement apportée en absence d'évaluation ni de capacité derrière à projeter un certain nombre d'éléments, sauf ce qui a été mis un petit peu en avant par certains semencier, c'est la capacité à promouvoir dans une logique de filière, parce que derrière il y a un débouché, une stabilisation et éventuellement une prime qui est associée à le facteur de résilience, parce que la chaîne a considéré que c'était une évolution, plus que de garantie apportée à on a testé ces mélanges et ils sont capables de répondre un petit peu aux objectifs tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est vrai que aujourd'hui ça devient compliqué. Puis vous avez derrière, je crois que ça vient d'être dit sur la dernière partie, c'est les surcoûts qui sont liés aussi derrière à la logique qui sous-tend en termes d'agroéquipement, en termes de tri derrière et de valorisation par rapport aux garanties que demande maintenant l'industrie, qui souvent préfère quand même très clairement les productions en variété pure par rapport à leurs objectifs technologiques. C'est un élément de sécurisation par rapport à leur technologie. Donc c'est toute la chaîne de valeur qu'il va falloir aussi revoir derrière. Donc pourquoi est-ce que tout le monde met beaucoup d'énergie? Parce qu'on voit bien qu'entre d'un côté la diminution des solutions phytosanitaires telles qu'elles existent aujourd'hui, le changement climatique qui derrière s'impose, on va au-devant d'une forme de, je ne sais pas si c'est de dégradation ou d'amélioration, en tous les cas, ça dépend du côté où on se met dans la chaîne de valeur, qui va amener une transformation assez forte de la totalité de la filière, de façon justement à intégrer cette notion de résilience. Et derrière, on compte aussi beaucoup sur la recherche pour derrière mieux maîtriser les connaissances sur les relations plante-plante. C'était quand même ça un petit peu l'objectif initial sur lequel effectivement on a très peu de connaissances. Et sur la partie traitement de semences, le sujet est également extrêmement important parce que tout simplement, on a quand même aujourd'hui toute une forme une nouvelle ouverture à travers tout ce qui tourne autour du microbiome et du microbiote et tout ce qui est autour du biocontrôle, de la biostimulation, du renforcement de l'immunité, donc des mesures de type un peu plus prophylactique et derrière avec des impacts qui sont au-delà de simplement l'utilisation ou la substitution de phyto, qui sont des sources de profonde amélioration globale des systèmes. Donc on a quand même pas mal de connaissances derrière. Puis vous avez tout simplement aussi le fait que les phytos diminuant, il faut trouver des solutions alternatives derrière. Le traitement des semences est un sujet aujourd'hui qui est assez ouvert. Si on parlait tout à l'heure des techniques de pelliculage, d'enrobage, la suppression des microplastiques en 2036 fait qu'aussi on a aussi un défi technologique pour retrouver une nouvelle logique de système. Et puis quand on rentre dans le microbiome et donc le microbiote sur les micro-organismes, toutes les techniques de
micro-encapsulation, de nano-encapsulation, de retrait dans le temps de la diffusion, sont aussi des éléments qui sont ouverts maintenant sur le champ des traitements de semences, qui sont peut-être déjà nettement plus maîtrisés dans le secteur pharmaceutique, mais sur lequel on attend aussi pas mal de retombées au niveau des traitements de semences. Donc en fait, tout ce champ, il est au cœur des réflexions. La seule chose, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inconnus et de capacités à convaincre le monde agricole pour aller vers des modifications systémiques de grande ampleur derrière. Donc la réglementation n'est pas forcément le frein, un tout petit peu quand même sur la partie sélection variétale, où un certain nombre de productions en variété pure, on a quand même des obligations de traitement qui relèvent d'obligations communautaires qui sont quand même assez gênantes pour pouvoir partir vers des transitions agroécologiques. Il y a des facteurs limitants sur l'agroéquipement. D'ailleurs, c'est pour ça que les semenciers aussi se sont associés à l'agrotechnopole, parce que, outre les problèmes de semis, on en a parlé 2 minutes, mais tous les semis sous couvert, sous mulch, en quinconce, d'une forme ou d'une autre, la variation du poids moyen des grains qui est en train d'évoluer, qui modifie tout simplement même la capacité à pouvoir semer sur un certain nombre d'espèces, la capacité à semer plusieurs espèces à la fois. Donc il y a toute une série de questions qui s'ouvrent sur les semis, et sans parler bien sûr de la partie récolte et des éléments de tri que vont nécessiter tous ces éléments-là. Donc là, il y aura quand même une question de taille de marché pour pouvoir derrière intéresser les agroéquipementiers à aller vers ces éléments-là, et toute une capacité d'investissement de la chaîne derrière pour accompagner. Donc les semenciers regardent ça, et globalement la filière, avec beaucoup d'attention. Ça fait partie des éléments sur lesquels non seulement on a de la veille, mais on essaie de participer. Et je crois que aussi bien sur Mobidiff que la partie Succide, vous avez quand même un certain nombre de nos familles qui sont dedans, aussi bien sur le travail à façon que sur la partie UFS derrière. Et puis bien sûr, beaucoup de nos entreprises qui sont au cœur de ces réflexions. Donc ceci ouvre des possibilités énormes, et je crois que beaucoup des résultats montrent qu'il y a du potentiel. Mais il y a encore beaucoup de recherches et beaucoup de questions qui se posent. Donc en même temps, ça mobilise la recherche. Et deuxièmement, ce qui est très appréciable dans ce mouvement collectif, d'abord, c'est le traitement pluridisciplinaire, parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de trouver juste des solutions techniques si on n'a pas intégré en amont toute la partie socio-technique, donc les parties SHS. L'impact économique derrière, c'est fondamental à l'aborder initialement. Et puis surtout, c'est le mouvement de recherche participative que permet aujourd'hui le numérique, un petit peu globalement, avec toute la difficulté qu'on a à drainer un petit peu la totalité de ces données, et les capacités de calcul qui se sont développées, qui permettent aujourd'hui de pouvoir allier beaucoup plus rapidement de l'expression pratiquement en milieu réel dans les champs, et derrière les capacités de pouvoir modéliser à travers compléter les travaux en laboratoire. Et c'est vrai que quand on regarde les deux programmes, qui soient aussi bien Mobidiff que Succide, il y a bien toujours cette démarche de traitement des bases de données existantes, derrière de passage en laboratoire, et sur l'utilisation, hein, bien sûr, d'éléments aussi bien en termes d'écologie fonctionnelle, de statistiques mécanistes, de statistiques aussi mécanistes, mais également toute la capacité derrière à utiliser les réseaux d'agriculteurs, les réseaux des centres techniques, qui sont aujourd'hui disponibles, et derrière pour être en capacité d'arriver à des systèmes de modélisation qui nous permettront de faire évoluer nos systèmes d'évaluation, qui sont quand même aujourd'hui extrêmement nécessaires pour pouvoir accompagner le mouvement collectif, parce que tant qu'on n'est pas capable d'apporter un minimum de garantie aux agriculteurs, moi je dis toujours, les agriculteurs, ils font 40 à 45 récoltes dans leur vie. L'aversion au risque du monde agricole est faible, et aujourd'hui, quand vous avez des problèmes en même temps de valorisation des récoltes, donc d'un problème, ils ont pas de problème, il y a des difficultés financières à valoriser les récoltes, une aversion au risque, donc sans en penser qu'ils vont aller systématiquement prendre un risque, ils essayent, mais c'est dans la limite de ce qu'est capable de faire l'économie. Et deuxièmement, c'est qu'un agriculteur tout seul, en dehors de son circuit économique, ne bougera pas non plus, parce que si on n'est pas capable, comme l'a dit le dernier intervenant, d'avoir une capacité d'investissement collectif, par exemple sur des tris derrière, sur les stations de collecte, les agriculteurs ne sont pas capables de commercialiser des mélanges derrière. Donc en même temps, il faut que la démarche soit non seulement dans l'intérêt de l'agriculteur, et qu'elle s'inclue dans un mouvement qui est économique à travers leur collecteur ou leur coopérative, qui trouve donc une valorisation. Donc le système est complexe, les essais se font, je crois qu'il faut continuer bien évidemment à les promouvoir, continuer
à pouvoir apporter un certain nombre de garanties, pas se limiter simplement à la réduction des phytos, parce que si vous voulez réduire les phytos, mais que derrière vos rendements s'écroulent, ou que derrière vous avez des éléments où le changement climatique devient l'élément, le facteur limitant, on n'aura pas de solution. Donc ça élargit le débat. Mais de l'autre côté, moi, tout ce que j'entends depuis ce matin, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui se positionnent sur ces sujets. Et surtout quand on regarde ce qui arrive aujourd'hui sur le PIA 4, on a parlé un petit peu du PARSADA, qui lui est très tourné sur l'utilisation des phytos, mais qui va permettre d'approfondir un certain nombre de réflexions qui sont ici, qu'on a vues aujourd'hui. Vous avez également tout ce qui est autour des nouveaux PEPR, qui soit sur celui sur la sélection avancée, qui sera plutôt tourné sur la partie d'édition du génome, ou celui sur agroécologie et numérique, dans lequel il y a aussi pas mal d'éléments qui intéressent les semenciers, notamment sur la partie phénotypage. Et puis, vous rajoutez à ça les défis aussi au niveau de la robotique, le défi au niveau du biocontrôle, qui, dans la majorité des cas, souvent dans les réflexions que j'ai vues, partent de toutes les manières d'éléments de réflexion et d'équipes qui ont été structurés dans le cadre de ce PEPR, et notamment dans le cadre de ces deux programmes plus particuliers, Mobidiv et Succide. Donc je pense que non seulement il faut avoir de l'espoir, il faut plutôt être extrêmement optimiste. On ouvre un champ aujourd'hui du possible qui est très important, ça va demander encore pas mal d'énergie, mais en même temps il y a une prise, en tout cas une démarche de prise de conscience collective qui me semble nettement plus mûre que quand on a lancé ce PEPR il y a déjà quelques années, ce qui prouve qu'on va dans le bon sens. Maintenant, avant de se dire qu'on va généraliser les mélanges intraspécifiques derrière, interspécifiques demain, ça va encore prendre un petit peu de temps. Donc, je souhaite sûrement à tout le monde beaucoup de courage et beaucoup de jeunes ici. J'espère que ça leur donne envie de continuer à chercher et de trouver surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.